Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo hors série sur Fight Minds, la boxe anglaise. Vous connaissez tout ça. Aujourd'hui, vous l'avez vu dans la miniature et dans le titre, on va parler de la boxe anglaise en France, de l'état de la boxe en France, où on en est, nos chances de ceinture. Qu'est-ce qui se passe là maintenant pour nos champions ou nos futurs champions? Enfin bref, qu'est-ce qui se passe pour nos fers de lance, pour nos têtes d'affiche? On vous a compilé plein d'infos pour que vous ayez tout ce qu'il faut dans cette vidéo et que vous repartiez avec toutes les informations nécessaires. Je suis accompagné, comme d'hab, de mon compère de toujours, l'analyste en chef Kabir. Salut Kabir, comment ça va? Salut Zilan, salut à tous, ça va super, effectivement c'est le bon moment je pense pour parler de l'état de la boxe en France au global. Il y a beaucoup d'actualités et ça nous permettra à la fois de mettre en lumière certains combattants et certains parcours dont on parle peu mais qui ont tout autant d'honneur de faire la une comme on a pu le voir cette semaine. Oui, parce qu'on a eu Samaké et Papo qui ont combattu le week-end dernier. On n'a pas fait de preview ni de récap parce que justement on voulait on voulait faire un récap global sur la boxe en France parce on pensait pas que le combat de Bakary, et on va vous expliquer pourquoi, on méritait une vidéo complète. Que ce soit en preview ou en récap, il méritait pas forcément une vidéo dédiée ce combat, donc on préfère vous faire un truc global parce qu'il y a des grosses infos qui sont tombées récemment quand même, jusqu'à encore hier, notamment pour l'IBF chez les super middle. Il y a des grosses infos qui sont tombées, bonnes ou mauvaises, donc ça nous permet là de faire un vrai état des lieux de l'état de la boxe en France et d'où en sont nos champions. On va vous parler exactement de 7 boxeurs différents. L'idée, quand on a écrit cette vidéo, l'idée c'était de prendre ceux qui étaient le plus proches d'une ceinture, ceux qui étaient dans la dynamique, on va dire, d'aller vers une ceinture mondiale, à part un dans la liste, mais vous comprendrez pourquoi on l'a inclus, je pense. Et Kabir fera des petites parenthèses parfois pour parler, notamment sur le premier dont on va parler. Il va parler d'autres combattants qui étaient sur la carte. Donc on va commencer par Bakary Samaké. Il n'y a pas d'ordre particulier, c'est juste qu'il a combattu il y a 3 jours, 4 jours, donc c'est dans la tête de tout le monde. Oui. Et que ça parle sur Twitter, l'état des ceintures WC Silver, machin et tout. Je vous renvoie comme d'hab à la vidéo l'histoire de la boxe qui vous racontera absolument tout. Et qui mettra un peu peut-être d'ordre si vous l'avez pas encore vu, surtout sur les ceintures WBC Silver et compagnie, qui en gros, comme je viens de l'expliquer à quelqu'un sur Twitter, ne servent à rien, il faut arrêter de faire semblant, d'être hypocrite, surtout quand on est dans le milieu de la boxe. Une ceinture WBC Silver, c'est une ceinture montée de toutes pièces, ça ne garantit pas un title shot, ça garantit pas un next in line, n'importe quoi, un mandatory ou que sais-je. La ceinture WBC Silver, c'est juste une ceinture de plus pour prendre 3% de la bourse des combattants, puisqu'à chaque fois qu'une ceinture est défendue, la fédération qui présente la ceinture prend 3% de la bourse des combattants. Voilà, ça vous le savez, si vous le savez pas maintenant vous le savez, et ça change pas mal la vision qu'on a après de la boxe effectivement, et on se dit ah bah oui ok, il y a 850 ceintures, c'est peut-être pas pour rien, c'est parce qu'à chaque fois c'est 3%. Voilà. Donc Bakary, je vais faire un petit récap à chaque fois qu'on vous présente, très rapide pour pareil remettre les choses à jour. Bakary, 21 ans, 17 victoires dont 9 par KO, invaincu, 0 défaite. Il combat en super welterweight. Il est champion WBC Silver, puisqu'il a pris la ceinture donc contre Wade Ryan le 23 novembre 2024, donc le combat d'il y a 3 jours. Il est classé 18e à la WBC, et c'est pour ça que je vous dis, on va peut-être arrêter de se pignoler sur les ceintures Silver et compagnie. Il est classé 18e à la WBC, voilà. Bon, il a remporté le combat par KO au 7e, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, 7e par arrêt. 7e, combat, voilà. au passage. Il a combat. Alors pourquoi on n'a pas parlé du combat? On va en parler un petit peu là, on va en profiter, mais parce que Wade Ryan, c'est pas un adversaire à la hauteur de Bakary et que la ceinture WBC Silver pour nous n'aurait pas dû être mise en jeu au vu du niveau de l'adversité. Pas que Bakary mérite pas d'être champion de WBC Silver, même si pour nous, encore une fois, c'est un titre plus honorifique qu'autre chose. Oui. L'adversité méritait pas une ceinture WBC. Ça, c'est notre avis. J'en profite, le champion WBC de la catégorie, puisque c'est la route que prend apparemment Bakary Samaké, puisqu'il a combattu pour la WBC Silver et que c'est la seule orga dans laquelle il est classé, la WBC, donc il prend cette direction, sachant que le classement WBC va jusqu'à la 40e place alors que les autres s'arrêtent à 15. Ouais. Donc il est peut-être 16e chez les autres et il est 18e à la WBC, c'est juste qu'à la WBC il est officiellement classé. Champion de la catégorie Sébastien Fundora donc en WBC, et quelques noms notables de la catégorie, normalement vous les avez puisqu'on en parle beaucoup en ce moment, des super welter, Crawford, Murtazaliev, Ortiz Junior, Madrimov, Boachuk, Zayas, Tsizou.
C'est une catégorie de monstres absolus. Ouais, avec des gros noms, effectivement. Et justement, c'est une catégorie qui est difficile. Ouais, bah, Madrimov et Boachuk qui vont du coup s'affronter le 21. Pour vous dire le niveau d'adversité de la catégorie, ce sera le co-main event. C'est un combat qui aura lieu dans cette catégorie entre Madrimov et Boachuk. Donc Madrimov aussi, vous l'avez vu, on a fait une preview et un react assez récemment sur lui. Effectivement, c'est une des catégories les plus stacked. Et en fait, c'est une catégorie où il y a beaucoup d'adversité, où il y a peu de place, mais où s'il fait son trou, effectivement, ça peut être top. Et je voulais rebondir sur un truc. Il y avait quelque chose aussi qui était intéressant sur cet événement, et c'est peut-être aussi ça qui nous fait questionner sur le pourquoi il y a eu une WBC de Silver, c'est le fait que ce soit un événement gratuit, en tout cas pour l'accès, diffusé sur RMC Sport, ça ne change pas, mais qui pour la première fois a été diffusé sur ESPN. Donc il faut savoir que moi je trouve ça positif parce que je pense que c'était un combat d'exposition pour pouvoir un peu montrer, en tout cas donner de l'exposition à Bakary Samake à la face du monde pour pouvoir l'introduire petit à petit dans le circuit international. Donc je pense qu'il y a aussi cette volonté de l'internationaliser. C'est aussi pour ça qu'il s'entraîne un peu aux États-Unis. Ouais, il a pas mal de contacts chez Top Rank. Exactement. Top Rank voudrait le signer. Exactement. Et ça, voilà. Je pense que c'est bien parce que la suite, je pense que tout le monde veut le voir à l'international, tout le monde veut le voir. Et je pense, je parle pour moi spécialement en dehors de la promotion Samake. Je pense que c'est bon, il a assez maturé, même s'il est très jeune encore, hein, et c'est ça qui est ouf. Il est assez mature pour pouvoir aller dans d'autres promotions. Et il est jeune, mais il a 17 combats, quoi. Donc ouais, c'est vrai ça. que 21 ans, 17 combats, c'est excellent. Et je pense qu'il a toute la place pour pouvoir aller dans d'autres horizons. Donc ça, cette ceinture-là. Oui, puis peut-être changer. Enfin, pareil, sans vouloir manquer de respect à son père, évidemment. Mais c'est ce que je vous avais dit aussi. Je sais plus sur quel combat récemment où j'ai dit il y a eu une catastrophe avec le père dans le coin. Je sais plus qui c'était. Je me rappelle plus. Je l'ai plus. C'est la dernière ou l'avant-dernière qu'on a faite, il me semble. Ouais, c'était très récent. Où en fait, je pense que. Ah oui, c'était Ennis, c'était Boots. Je pense que ça a ses limites aussi, encore une fois, sans manquer de respect à monsieur Issa Samake. Ça a ses limites, surtout que là, on l'a vu, Bakary, en fait, pour moi, il a un talent phénoménal. Je pense que, voilà, athlétiquement, c'est un monstre comme on n'en voit jamais. La vitesse de son jab, enfin tout ça on connaît, son explosivité, son côté félin qui est phénoménal, voilà, défense et tout. Mais justement, on commence à voir une stagnation. Et encore une fois, il a que 21 ans et il a 17 combats. Et je voyais certains experts qui soulevaient notamment qu'il allait jamais travailler au corps, tu vois. Ouais. Et alors que vu comme il est explosif et vu comme il a de la longe, il pourrait aller travailler au corps et il pourrait rendre ses adversaires un peu timbrés, tu vois, en travaillant au corps. Et aussi le fait qu'il n'ait pas fait beaucoup de... Là, c'était son premier 12 rounds. Donc c'est ça aussi, ouais. Il était très attendu sur ça, sur voir comment il gérait un combat sur la longueur. Ouais. Moi, un de mes combats, parce que j'ai eu la chance de le voir en vrai, il y avait 2 ou 3 que j'ai déjà vu en vrai. Et c'est pareil, je l'ai vu 2-3 fois aussi. Al-Moussaoui. Al-Moussaoui, combattant ultra expérimenté avec le vice et la vertu, combattant que j'adore et qui du coup a donné pas mal de fil à tordre à Bakary et ils sont allés jusqu'au bout et ça avait soulevé un peu des questions en se disant bon Ahmed El-Moussaoui c'est un très très grand combattant, l'élite top français, mais par exemple c'est un combattant qui sur la course au titre mondial il est pas dans la course en tout cas au moment du combat. Donc au vu des ambitions de Bakary on se disait si là ça devient compliqué sur la gestion du débit, du rythme et toute la partie vraiment volume, comment ça va être pour la suite. Et donc avec le temps il nous a quand même montré qu'il était capable, il s'améliore, mais effectivement je te rejoins sur ce point là, pour la suite il y a des ajustements à faire et peut-être que aller dans un autre, aller à temps plein, c'est bien des fois de voir autre chose, et changer de coaching ça peut être une piste. Des fois c'est bien de voir autre chose, ça veut pas dire que je suis persuadé que je pense que sortir de la promotion Samake c'est un pas nécessaire, ou peut-être faire des copromotions, mais en gros comme a fait Mbili, faire de la copromo. Exactement, la transition un petit peu ça pourrait être bien, parce que je pense que c'est dommage de voir la promotion, le coaching et tout en mode QLF un peu. Au bout d'un moment, pour pouvoir s'envoler, il faut un peu se détacher de ça. Moi, je peux comprendre que c'est bien de tout maîtriser et que du coup, tu te fais paniquer. Enfin, voilà, t'as la main mise sur tout, donc c'est vrai que ça, c'est bien. Mais effectivement, par contre, ça te coupe des opportunités. Je pense que là, Bakary, il est arrivé à un moment de sa carrière où, on va pas lui demander de combattre pour un titre demain, il a 21 ans. Mais il arrive à un moment de sa carrière où 17 combats, 17 victoires. T'as ceinture WBC Silver, même si encore une fois c'est qu'un titre honorifique, ça te met sur la carte, on va dire ça comme Exactement. ça. Comme tu dis, diffusé sur ESPN, ça commence à parler avec Top Rank. Bob Arum est venu le voir s'entraîner, il est très intéressé par Bakary. Je pense que
voilà, là on peut passer à l'étape supérieure, à l'étape d'après, on peut essayer d'aller combattre un peu à l'étranger, d'aller s'exporter ou de faire venir les boxeurs en France, mais des boxeurs juste un tout petit peu mieux classés que toi pour aller gratter quelques places au classement tranquillement. Hein. Ouais. Encore une fois, on va pas lui demander de défier Fundora demain, hein, c'est pas ça, hein. Mais prendre le temps pour continuer à construire et continuer à aller de l'avant, parce qu'effectivement en fait depuis El Moussaoui, ça a baissé en adversité. El Moussaoui, c'est le plus gros nom qu'il ait battu. Pour moi aussi, je suis d'accord. Et ça a baissé en adversité. Wade Ryan, c'est pas El Moussaoui, tu vois. Donc bon, mais ça encore une fois, c'est pas un manque de respect de dire ça à Bakary qui a tout le talent du monde et on lui envoie toute la force du monde parce qu'on souhaite que le meilleur pour lui, hein, bien sûr. Tu vois qui pour la suite du coup? Contre Bakary? Ouais. Bah franchement, je sais pas. Je regarde un peu le classement BoxRec. Il y a du Josh Kelly qui a boxé récemment, tu te rappelles, à Londres. Ouais, ça Kelly, c'est dur, hein. Ouais, wow. Mais c'est plus haut, quoi. Quand ensuite si c'est ouais, pas... mais là c'est peut-être c'est trop haut, tu penses, parce que sur le classement WBC, il est 11e. Ouais, c'est peut-être pas trop au classement, mais alors là, pour le coup, ça, c'est un combat bourbier parce que Josh Kelly, combattant de fou. Physique pas possible. Hein. Combattant de. Ouais, c'est dur. Hein. Josh Kelly, c'est dur. Hein. Ouais. Franchement, en fait, c'est un bourbier parce que, à moins que tu fasses le combat en Angleterre, en main event à la Wembley Arena, ou la Wembley Arena serait pas mal, peut-être. Ouais. Là, ça marche. Ok. Sur le plan sportif ou tu business là, business. Parce que sportivement, je pense, sais pas que Bakary, je pense que ce serait une vraie exposition. Si tu bats un mec comme Josh Kelly, tu rentres dans toutes les discussions possibles et imaginables. Mais effectivement, c'est un bourbier, donc quitte à se mettre dans un bourbier comme ça, faut que ce soit un bourbier intéressant. Faut pas que ce soit le premier combat d'une carte préliminaire, tu vois, même à Riyad ou je sais pas où. Faudrait que ce soit un main event en Angleterre. Ouais, c'est vrai qu'en plus Josh Kelly c'est Riyad Season, donc pareil, il pourrait s'ouvrir des portes, tu vois. Josh Kelly, ouais, par contre, c'est dur. Hein. Josh Kelly, c'est dur. Justement, je regardais un peu les classements. Je regardais pas trop non plus. J'essayais de regarder entre le top 10 et le top 20. Et Josh Kelly, c'est extraordinaire. En gros, il y avait du Josh Kelly. Et après, je me dis que ça peut être un beau nom, ça, par exemple. Ça peut être il est que 11e au classement WBC, Josh Kelly. WBC, oui. 11e. Ouais, après, c'est le combat des beaux gosses, quoi. Hein. Et c'est le numéro en Angleterre contre le numéro en français. Franchement, ça sonne bien. Ouais, c'est vrai que son dernier combat en plus, il était pas dingue. Hein. Moi, c'était le combat. Tu te rappelles quand on avait fait le après c'était le combat que j'avais le moins aimé, mais c'était un shortlist contre un mec qui était plus gros, qui a remaigri. Enfin, Ismaël Davies en plus, c'était une galère. Ouais. Donc c'est un beau palmarès, tu sais, olympien, tout ça. Je pense que c'est vrai. Non, mais t'as raison. Après, c'est les deux beaux gosses. Mais faut que ce soit un main event en Angleterre. En Angleterre, certainement, pas en France. Bah, en fait, je pense que Josh Kelly, tu remplis une arena en Angleterre. Je pense que si t'es dans la position de Bakary, évidemment que c'est plus confortable de combattre chez toi. Bien sûr. Surtout contre Bakary, il remplit toutes les salles, contre Josh Kelly encore plus. Mais d'aller chercher Josh Kelly chez lui en Angleterre contre une foule qui sera obligatoirement contre toi parce qu'en plus il est très 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 populaire. Moi, pour avoir assisté à la conférence de presse de la carte Joshua Dubois, il est très populaire. Même à la pesée, je me rappelle, hein, il avait. Ouais, c'est une folie. Il a la classe. C'est vraiment. C'est le beau gosse de Sunderland. Tu vois, expérience similaire, 18 combats, les deux. Ouais, mais il y a l'expérience amateur chez Kelly qui fait que. Oui, expérience pro. Il a 30 piges, tu vois. C'est un Olympien, donc c'est un Olympien. Je pense qu'il a été dans des plus gros combats, l'air de rien, parce que même sa défaite, sa seule défaite, c'est à Vanessian. Ouais. Tu vois, là, on commence à parler de combattants de combat pour le titre. Si t'affrontes Josh Kelly, effectivement, par contre, c'est une prise de risque et c'est surtout une prise d'expérience hors norme. Ce serait un très beau combat. Je sais pas si ça se tente et je sais pas s'ils le tenteront. Mais il y a peut-être moyen de moyenner un truc, ouais. Ouais, ok. C'est pas con comme idée. Une petite crotte de nez que j'envoyais comme ça pour une bouteille à la mer. Ça se trouve, le combat il va être booké et je vais pouvoir clipper ça et je vais flex. Non, c'est pas con. Non, c'est pas con comme idée. Non, mais en fait, c'est toi qui m'as donné. Le bourbier me fait peur. Regardez surtout le classement. Parce qu'en plus, il me semble qu'il a une WBO, Josh Kelly. Ou en tout cas, je sais plus si elle est encore en. Ouais, quelque chose comme ça. Il y avait une WBO intercontinentale. Donc pareil, il y a une ceinture peut-être en jeu. Je crois qu'elle était peut-être pas en jeu contre Ismail. Parce que c'était un short notice. Mais en gros. Je crois qu'il a une WBO. Et donc il a peut-être une WBO. Et donc voilà, ça peut faire un combat, un championnat. Josh Kelly fait beaucoup de 12 rounds. Donc là, ce serait un sacré test. Ce serait un sacré test pour Bakary. Ouais. Est-ce que Bakary est prêt pour Josh Kelly? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Honnêtement, j'espère. Et je lui souhaite. Mais ce serait un très beau combat, j'avoue. Bonne idée, ça, Kabir.
On va passer au deuxième box. Ah oui, non, tu voulais peut-être parler. Oui, ouais, juste une petite parenthèse, oui. parce que Victor Yoka a boxé aussi ce soir-là. Très belle performance. C'était marrant parce que moi, je voulais y aller voir ce combat, mais j'étais sur des contraintes Tu professionnelles. commentais pour RMC, quoi. Ouais, c'est ça, voilà. Je suis un dire, traître. En plus, tu vas dire dans le chat, il y a des gens qui disent c'est Kabir de Fight Minds. J'ai fait aïe, si. Bref, pardon, parenthèse. Et en fait, il y a eu tellement de KO prématurés que, en fait, du coup, il y a dû avoir de l'attente, les combats, etc. Ouais. Donc, l'organisation, bon, ça, c'est pas grave. Mais pour vous dire que Victor Yoka, KO fracassant, Mustafa Zaouch, Svenjman, que j'adore. On vous avait même mis des petits shorts parce qu'on avait pu être au bord du ring pour son combat. Magnifique KO premier round. Excellent athlète, super communication, super boxeur, super style. C'est le nice guy et tout le monde a envie de l'avoir comme pote. Ouais. Je vous invite à le suivre sur les réseaux sociaux. Il est super marrant en plus. Ouais. Et je lui souhaite et je suis content qu'il ait pu avoir aussi un peu d'exposition en combattant sur cette carte et je lui souhaite meilleur pour la suite. Donc effectivement, on va pas parler s'étendre longuement sur ces boxeurs-là, mais voilà, je voulais juste faire un petit shout-out vu qu'ils étaient dans l'event. Mais voilà. T'as bien fait parce qu'effectivement, on va pas dédier. Enfin là, on essaie de parler des boxeurs, des chances au titre, donc il y a encore du chemin. Oui. Mais c'est bien de le souligner. Par contre, c'est bien de parler. Alors on parle pas de tout le monde parce qu'il y en a 50 des boxeurs pro en France. Enfin, il y en a je sais pas combien, donc c'est compliqué. Mais c'est bien de faire effectivement un petit big up. On va parler ensuite de notre Souleymane Sissoko national, 33 ans, 17 victoires, dont 9 par KO, exactement comme Bakary d'ailleurs. Il boxe chez les welter, Souley évidemment, team solide, Rio 2016, la super team Estelle Mosley, Tony Yoka, Sofia Noumia, Christian Mbili, Souleymane Sissoko. Bon, on a sorti quelques petites pépites. Champion WBC Silver, lui aussi. Apparemment, ça revient beaucoup. Ceinture qui remporte en décembre 2022 contre Mbengue à Nantes. J'avais la chance d'y être. C'était super comme soirée. Et il l'a défendu contre Lucero à Monte-Carlo en 2023, en novembre. Son prochain combat, et là c'est intéressant, c'est le 7 décembre en Guinée équatoriale contre Egid Cavalloscas. C'est un title éliminator WBC. C'est officiellement vendu comme ça, partout, par la WBC, par voilà. Lui, Souley, il est classé premier à la WBC. Voilà. Donc voilà. Ça, c'est le petit récap pour Souley. C'est compliqué, hein. Compliqué par rapport au manque d'activité, tout simplement. Je pense que c'est ça pour lui-même. Silver, effectivement, c'est Souleymane Sissoko. Champion, c'est Mario Barrios actuellement. Donc, c'est Barrios, ouais, tout à fait. Je pense pas que en plus ce soit une belle opposition et à mon sens, je suis peut-être chauvin, mais Souley, il a toutes ses chances de la choper la WBC, mais pour X et Y raisons, je pense des raisons business, la plupart du temps, là, il est toujours pas champion alors qu'il devrait l'être. Donc voilà, tout simplement. Sa boxe, elle est extraordinaire. C'est quand que tu connais ou pas la boxe, quand tu vois Souley boxer, c'est magnifique. Il est beau, il est beau à boxer. Oh là là. Pour l'avoir vu en vrai, effectivement, très bon combattant et il fait pareil en termes de conditions physiques impressionnant. Mais voilà, tu te rends compte que c'est là où on voit le savoir-faire français dans tout parce que lui c'est un pur produit de boxe, qui a fait tout le parcours amateur en club, machin, les championnats, etc. jusqu'à arriver là. Et donc tu vois à quel point quand tu travailles un talent pendant des années, tout le résultat que ça fait un boxeur comme Souleymane Sissoko, donc un boxeur ultra complet avec une belle intelligence de combat et qui est ultra constant et qui a l'intelligence de toujours gagner ses rounds facilement. Et par exemple, effectivement, c'est pas un gros puncher, c'est-à-dire qu'il a pas sur ses 17 victoires, il a pas que des KO. Il arrive à finir, il est assez intelligent pour finir quand il faut, mais quand il domine un combat, il est capable de le dominer de manière assez unilatérale. Et je trouve que ça reste des combats intéressants, c'est pas des combats chiants, c'est pas le genre de boxeur qui sécurise avec 5 jabs et qui fait rien pendant 30 secondes, tu vois. Non. Un boxeur qui sait quand frapper, qui prend pas de risque, vraiment comme on aime voir en fait, il touche, il se fait pas toucher et en fait juste on le voit pas assez, donc c'est un peu dommage, mais voilà, c'est une belle opportunité en Guinée équatoriale. J'espère vraiment que ce sera médiatisé, diffusé, que ça va être suivi et qu'on pourra voir le combat, parce que justement on va vous parler d'autres combattants qui par exemple ont combattu cette semaine mais que personne n'a suivi, donc c'est ultra dommage. C'est ça. Il y aura aussi Kevin Elesadjo sur la carte. J'en profite parce que alors j'ai pas fait on n'a pas fait d'entrée à part entière pour Kevin parce que bon, on peut en parler quand même, mais c'est vrai que c'est bon, ça complique un peu. C'est bouché au-dessus de lui en fait, c'est terrible parce qu'il est classé, il est hyper bien classé partout, Kevin Elesadjo. Mais effectivement, c'est bouché devant lui. C'est marrant parce que c'est un style pour moi c'est un style qui vend.
C'est un style de boxeur qui vend parce que c'est un rouleau compresseur. Physiquement, c'est un monstre. Enfin, pour moi, c'est le genre de mec, c'est le genre de mec qui fait il fait des clics, toi, tu vois, Ouais. qui va mettre des highlights réels dans tous les sens et tout. Mais bizarrement, il a pas de gros combats. Il est classé 6e partout, à part la WBA. Il est classé 6e IBF, 6e WBO, 6e le WBC. Il est en 23-0. 20 KO, c'est dingue en fait. Tu te 20 dis, KO. peu, Mais c'est vrai que, bon, c'est un peu épouvantail en fait, c'est malheureux. Et il est bloqué parce c'est qu'il ça. faut le dire aussi, la catégorie des super moyens, c'est la catégorie pour les gars du MMA, c'est l'équivalent de la catégorie des poids légers. C'est-à-dire que le top 10, il n'y a que Ouais, des c'est tueurs ça. en série. C'est pas des catégories où tu as le top 1, il y a deux gus qui sont légitimes Oui, pour la ceinture et les autres, c'est c'est ça. compliqué ou c'est sur un malentendu qui pourrait l'avoir. Là, vraiment, là, c'est une catégorie chez les super moyens. Bah, c'est la Euh, catégorie de Canelo, quoi. ouais, Enfin, c'est je la veux dire, catégorie de Canelo. Et puis, on a un autre Français dans cette catégorie-là qui bloque aussi un peu le passage. Donc, on en parlera après. Mais voilà, quoi. ouais. Donc, Oui, oui, oui. Et donc Kevin, c'est pour ça qu'on n'en parle pas, mais il combattra sur la carte en Guinée équatoriale, pardon. mm. En Guinée équatoriale, il combattra sur la carte. Mais effectivement, c'est pas l'opposition, c'est pas voilà, c'est assez terrible. Il combattra contre Habib Ahmed, qui est en 32, mais qui est pas voilà, qui est pas dans les classements au niveau effectivement enfin c'est pas le jump pour Kevin Lessadjo, qui est en plus il est champion. Alors je voudrais pas dire de conneries. Il est champion dans quel Enfin, il a une ceinture, Kevin Lessadjo. Kevin, il a une ceinture WBC. C'est pareil, c'est une silver ou une intercontinentale, hein. C'est C'est silver. WBC. Ouais, WBC silver, pardon. Ok. Ouais, c'est ok. C'est la EBU, European Super Middle qu'il a maintenant. Et il avait la WBO Intercontinentale qu'il a durant de vacances, j'imagine. Ok. Je suppose. Et il Et combat aussi, il a un autre combat prévu le 14 décembre la d'ailleurs, semaine d'après, Kevin c'est dingue, Lessadjo, hein. la semaine d'après, voilà. Pareil, contre un adversaire qui, évidemment, on respecte tous les adversaires, mais qui n'est pas à la hauteur de Kevin Lessadjo. Ça devrait être 2 victoires coup Ouais. sur coup, le 7 et le 14, normalement, si tout Combat va bien. d'activité. C'est des combats d'activité, voilà, pour le garder actif, parce qu'en plus, ces genres de gars, il faut leur donner envie d'aller au charbon. Parce que bon, on se bat pour rien au bout d'un moment, voilà. Quand tu as des prétentions, c'est terrible. On va rester dans la catégorie de Kevin Lessadjo. On va vous parler de Christian Solid Mbili. Parce que là, il y a beaucoup de choses à dire. 29 ans, 28 victoires, dont 23 par KO. Il est chez les Super Middle, donc, hein, évidemment. Il est champion WBC Continental America. La ceinture, il l'a remportée en septembre 2021 contre Ronnie Landeta. Il l'a défendu 8 fois C'est un truc depuis. de ouf. Son dernier combat, c'est contre Dereviachenko. C'était en août 2024. Alors, on a fait un récap extensif sur le sujet. Allez le voir, on va pas reprendre tout en détail ici. Mais Dereviachenko s'éclate l'épaule très rapidement. Christian dit qu'il se blesse aussi. Ça a été un combat assez décevant. Même si Dereviachenko, encore une fois, c'était vraiment un vrai adversaire. Ça commençait à prouver que Christian valait vraiment quelque chose, hein. Je suis désolé de le dire comme ça, mais que Christian méritait sa place dans les classements, on va dire ça comme ça, puisqu'il est classé premier WBA, premier WBC, deuxième WBO, troisième IBF et deuxième au classement The Ring. Voilà, rien que ça. Alors, les champions, là je vous fais un petit voilà, et après Kabir va nous analyser son style et qu'est-ce qui va se passer maintenant pour Christian, qu'est-ce qu'on espère pour lui. Le champion WBA, WBC, WBO, c'est Canelo. Voilà, donc ça on raye de la liste, il n'y aura pas de combat contre Canelo, j'en démords pas, voilà. Champion IBF, c'est William Skull, qui a remporté la ceinture, qui était donc rendue vacante, contre Vladimir Shishkin en octobre dernier. Ils étaient premier et deuxième respectivement du classement, et Christian était troisième. Donc l'idée, c'était le mec qui remporte la ceinture, il est champion IBF. Christian devient par définition mandatory. Voilà. Sauf que combat... Bon, allez, je le dis, combat de merde, qui amène à une décision controversée à la fin. Donc l'IBF a demandé un rematch entre Shishkin et Skull. Ce qui veut dire que Christian, du coup, n'aura pas son title shot next. Donc, Il est bloqué. si t'es Christian, t'as 2 solutions. Allez, t'as 3 solutions. Il y a une solution, la première, la plus simple, t'attends. Voilà, t'attends, quitte à passer 1 an sans combattre du coup, alors qu'on sait que Christian c'est un mec actif quand même, mais t'attends, parce que tu veux pas risquer ta place au classement et donc risquer ton title shot quasi obligatoire après le rematch de Skull et Shishkin, pardon. Soit tu prends un combat d'activité contre un mec qui est pas très bien classé et tu le mets KO au premier comme il l'a fait dernièrement contre Avec Vaughn et Efron. compagnie là, voilà. Mm. Soit, et ça, c'est la solution la plus difficile, mais en même temps, c'est celle qui... Voilà. Tu prends un mec qui est bien classé dans une des fédés, tu le bats,
et tu rappelles à quel point toi t'es vraiment le mandatory, c'est-à-dire c'est toi le patron. Tu le bats et tu dis en fait il le fera pas hein, parce que Ouais, ce que j'allais dire, c'est trop risqué. Ouais. C'est trop risqué, ça n'a aucun sens. Mais c'est les 3 solutions qui se présentent à lui. Moi je pense qu'il va attendre. Ou alors prendre un combat d'activité. Mais quand t'es classé premier partout, que ton dernier combat c'est premier ou troisième max. C'est toi qu'on vient chercher. Voilà, exactement. En fait, le problème c'est ça. C'est que normalement c'est lui qu'on devrait aller chercher. Il est en train de, entre guillemets, enfin même pas entre guillemets, hein, je retire mes guillemets, il est en train de galérer pour avoir un title shot. C'est pas normal. C'est pas normal. Heureusement, il a signé chez Top Rank il y a un combat. Donc c'est ça. Et encore une fois, pareil. Hein, ça va accélérer les choses. Statistiquement, c'est pour ça qu'on se dit, il y a peut-être c'est bizarre, il y a un complot parce que statistiquement, c'est pareil. 28 invaincus, 28 combats, 23 KO. Effectivement, c'est vrai que contre Dereviachenko, on a été assez déçus parce que en fait, avec tout le respect qu'on avait qu'on a d'ailleurs pour Dereviachenko, on se disait que c'était plus quand même le combattant qu'il était il y a 10 voire même 15 ans carrément, parce qu'on rappelle Dereviachenko, c'est la génération dorée ukrainienne, mais génération Usyk, génération Loma, etc. Mais lui, il a eu beaucoup de défaites, il a eu des grosses défaites, il a eu de grosses inactivités, donc il n'a pas été aussi constant que ces autres boxeurs. Et donc du coup finalement on se disait effectivement peut-être ça allait pas être un KO au premier round, mais qu'il allait quand même faire le taf. Et le fait qu'il soit allé à la distance avec un Dereviachenko gravement blessé, c'est parce que c'était vraiment une grave blessure. Qui se blesse en plus première moitié du combat. Ouais, donc, et en fait, donc il a perdu. Il y avait la place. C'est ça aussi, parce qu'en fait, quand tu regardes froidement, tu te dis, mais pourquoi il dit ça? Parce qu'il a gagné tous les rounds quasiment. Mais en fait, non, il y avait la place. Il avait la place pour finir et il n'a pas réussi. Et donc tu te dis, oula, contre un Dereviachenko, c'est compliqué. Est-ce que tu vois? Mais les faits sont les faits. Il est très bien classé, il est très haut dans les classements et normalement, c'est pas à lui d'aller chercher des gens. Et il ne doit plus à faire des combats d'activité. T'as dit un truc, ça m'agresse. Depuis 2021, il fait des 12 rounds. Ouais. Des combats de défense pour le titre. Donc tu dis, c'est pas normal. Là, c'est terrible. Hein. C'est pas normal. C'est pas normal. Et c'est pour ça, j'espère. J'ose espérer que Top Rank, qui sait quand même faire ce genre de truc, va réussir à nous trouver un combat d'activité intéressant, quand même. Peut-être se rapprocher d'un mec qui a un style similaire à Skull ou à Skull, ou à Shifkin, tu vois, essayer de surfer là-dessus, quitte même à prévoir 2 combats en 6 mois contre des mecs, parce que quitte à partir sur des combats d'activité, et sur des mecs qui sont pas à la hauteur de partager le ring avec Christian, autant aller sur vraiment des gros combats d'activité, rester en camp jusqu'à un potentiel title shot et arriver dans la forme de sa vie, tu vois. Ouais. Je sais pas. Pour moi, c'est compliqué. Il me semble qu'on avait parlé de Pacheco à un moment, mais je sais plus si c'est toujours d'actu. Alors, c'est dans les tuyaux apparemment. Okay. C'est en discussion. Maintenant, pareil, est-ce que ça a un intérêt pour Christian de le prendre ce combat? Pour moi, là, la position dans laquelle il est, c'est ce qu'on a dit après le récap la dernière fois. C'est vrai, mais pour moi, c'est un peu mid parce que c'est à la fois combat d'activité, mais plus quand même, parce que Pacheco, c'est pas un loser. Ah ben justement, et le problème, c'est que Pacheco, il te garantit un title shot dans rien, nulle part. Ouais. Parce que, en fait, toutes les KT où Christian, il est premier, donc dans 2 KT, j'ai dit WBA et WBC, je crois. Ouais. Il est premier dans les 2, il est 2e WBO, il est 3e IBF. La seule KT où il sait qu'il aura un title shot, c'est l'IBF. Encore une fois, on va pas revenir sur le truc de Canelo qui prendra pas Christian. Donc, qu'est-ce qui reste? Il est obligé de combattre pour la ceinture IBF. Si tu combats contre Pacheco, pour moi, c'est un bourbier. Pacheco, ça te garantit pas un title shot IBF puisqu'il est moins bien classé que toi à l'IBF. Donc, même à la WBC, il est moins bien classé partout, il me semble. Donc, en plus, peut-être à la WBO, non? Où il est au-dessus, Pacheco? Je check. Parce que il est peut-être premier WBO, je crois, Pacheco, je sais plus. Il y a tellement de. J'ai passé 2 heures sur les classements aujourd'hui. Ouais, mais en tous les cas, ouais, galère quoi. Et c'est pour ça, je sais pas, super middleweight, il est premier, ouais, Pacheco, c'est ça. Okay. Donc, je sais pas. En fait, si bat Pacheco, il devient premier WBO. Bon, super. Donc il devient mandatory WBO, ouais. En plus d'être mandatory WBC, d'être mandatory WBA, il sera mandatory dans les 3 KT. Enfin, il est même pas mandatory WBC puisque Benavidez, ceinture intérimaire, machin, tout ça. Mais du coup, il serait premier dans 3 KT, donc il deviendrait de facto mandatory pour Canelo au bout d'un moment. Canelo fait ce qu'il veut, on rappelle. Bah oui, même il peut ne pas prendre les... Je vous ai dit, les 3%. L'IBF lui a enlevé sa ceinture à Canelo parce qu'il a pas pris le mandatory IBF, justement. Et Canelo, on n'a rien à foutre. Donc...
il perdra si la WBC décide. La WBC punira jamais Canelo, alors surtout pas eux. Ouais. Si la WBC décidait de punir Canelo, Canelo, il s'en fout. Et donc Christian aurait pas de combat contre Canelo pour autant. Encore une fois, c'est le money fight. Christian, il est tout le temps en train de call out Canelo. Il a jamais call out School ou Shishkin. Il est tout le temps en train de call out Canelo parce que c'est le money fight. Parce que c'est le money fight et le legacy fight. C'est-à-dire que si tu combats contre Canelo, tu deviens riche. Si tu bats Canelo, tu deviens riche et une légende. Donc évidemment qu'il call out Canelo. Il y a pas de perdant. Quand tu combats contre Canelo, personne. Enfin, tous ceux qui ont les trois quarts ils partent à la retraite après. Encore, ils sont pas tristes. Il y a pas de. Non, les trois quarts ils partent à la retraite. Donc bon bref. Ouais. Tout ça pour dire, Billy Joe Saunders, allez voir un peu, mais maintenant il fait 120 kilos, je pense. Il est parti avec 20 millions. Il en a rien à foutre d'avoir perdu le combat. Donc voilà, pour moi c'est attendre. Pour moi, il faut qu'il attende. Faut pas qu'il risque. Ça fait 28 combats qu'il risque là. C'est bon, tant pis. Compliqué l'année 2025. Je lui souhaite que ça se passe bien et qu'il puisse. Il lui faut un title shot en 2025. Il a pas le droit de avoir un title shot. T'es premier partout. Au bout d'un moment, t'es indéniable. Alors effectivement, il a peut-être pas le palmarès qu'ont certains et tout en termes de noms accrochés au tableau. Ça c'est vrai. Mais là, il faut plus. Enfin, je veux dire, faut lui donner un title shot à ce gars, c'est pas possible. Je suis d'accord avec toi. Il est premier partout. Il est deuxième The Ring. C'est-à-dire que même les experts disent qu'il est deuxième. Non, mais j'espère vraiment qu'il pourra boxer cette année et boxer pour un titre surtout parce que ça me ferait. Ouais. À part des bourbiers là, en fait, peu importe le fight qu'il prend, c'est pas un title shot, ça sert à rien quoi. Non, ouais, c'est ça. Et ce sera un combat d'activité au mieux. Encore une fois, ça sert à rien d'aller se mettre dans les bourbiers. Moi, je suis content de le voir boxer, mais c'est juste que. Pareil. Je veux pas le voir prendre des risques vu sa position quoi. Ouais, c'est ça, je suis d'accord avec toi. On va passer à David Papo, qui, alors là, pour le coup, lui, le pauvre, il a combattu à Nantes, donc chez lui, parce qu'il est de Saint-Nazaire. Il a combattu à Nantes, pas diffusé. Alors ça, il va falloir qu'on en parle quand même. Parce que c'est pas normal que personne n'ait diffusé ce combat. Je vous le dis là comme ça, si j'avais su honnêtement que ce combat existait, que le fait que ce combat ne soit pas diffusé existait était une réalité plausible, moi je me serais battu pour qu'on le diffuse sur Fight Minds. Je trouve pas ça normal que ce combat soit pas diffusé, et la prochaine fois je vous garantis que je vais me renseigner sur les combats de Papo notamment, etc., parce que c'est pas possible de pas diffuser ce genre de combat. Donc il a 33 ans, 30 victoires, dont 5 par KO. Alors ça c'est un peu son talon d'Achille, sa puissance de frappe. Et un nul, il combat chez les welter. Il est champion WBO global et champion IBF international. Bon, vous avez commencé à comprendre. Il est classé 5e WBO, ça c'est quand même pas rien. 12e IBF et 13e WBC, donc il est quand même dans le top 15 de 3 des fédérations majeures. Son dernier combat, donc, c'était contre Josh Wagner le 22 novembre à Nantes. Il a gagné par KO au 7e et il a battu notamment, on en parlait tout à l'heure, El Moussaoui. Ouais. C'était en juin 2022 et ça c'est pas rien d'accrocher El Moussaoui à son palmarès. Il a même éteint des hypes, il a battu Bilal Tchitou aussi, tu te rappelles. Effectivement, voilà. Donc c'est un sacré combattant, c'est peut-être un des meilleurs combattants français actuels. Le champion WBO de sa KT, c'est Brian Norman Jr. Le champion IBF de sa KT, c'est Boots Ennis. Le champion WBC, c'est Mario Barrios. Donc ça c'est la liste. Je vous donne pas champion WBA parce qu'il est pas classé, donc c'est pas le chemin qu'il prend. Il a 2 ceintures, une ceinture WBO, une ceinture IBF. Donc il prendra le chemin WBO ou IBF en fonction de ce que lui offrent les fédés et du combat qu'il peut récupérer. Peut-être le chemin WBO, si je peux me permettre un conseil. Je me positionnerais plus sur le WBO si j'avais le choix. Parce que chez les IBF, il y a quand même Boots et n'en déplaise à un certain Alexandre Herbinet. Boots n'est pas surcoté. Alex, je te déteste. D'ailleurs, il était marrant, tu as eu des réponses incroyables. Ouais, on a bien rigolé. J'irai chez Brian Norman. Pareil, en phase avec toi et surtout que voilà, moi il faut le dire, c'est honteux qu'on n'ait pas eu son combat diffusé. Je tiens à faire un big up à la chaîne JT Box qui est parti du coup faire un vlog. C'est une chaîne YouTube qui parle de boxe, qui fait exactement le même contenu que nous, donc c'est toujours important de se donner la force. Et il fait preview, récap, et donc il avait fait un vlog du coup qui est sorti sur lequel il était en bord de cage et il a filmé du coup les passages forts du combat. Donc moi c'est grâce à un vlog YouTube que j'ai pu voir un peu le fight. Donc c'est chaud quand même de se dire que voilà quoi. C'est dur. En vrai c'est dur et je vous dis français, on essaiera de mettre en place un truc la prochaine fois parce que là ça fait mal au cul quand même. Ouais, je suis d'accord avec toi. Là ça fait mal. Bon lui alors sa direction encore une fois pour moi c'est la WBO. Alors sa ceinture IBF, oui voilà il est dans la catégorie, c'est la fédé de Boots. Donc tant que Boots a pas unifié les ceintures, ça vaut le coup d'aller chercher rapidement le champion WBO de sa KT.
en sachant qu'il a la place. Hein. Brian Norman, c'est pas extraordinaire non plus. Il a la place. Tu vas chercher Barrios, c'est pareil. Hein. C'est un bon boxeur, mais il y a des failles. Mais je pense que ce serait mieux que ce soit Souley qui le prenne, tu vois. Comme ça, on a 2 champions français dans la même caté finalement. Parce que Souley qui prend Barrios, pour moi, c'est large faisable. Donc Souley, 12 champion WBC. Papo, Champion WBO. Et ça mettrait un gros coup de boost, Ouais, ça se fait, et en sachant que de toute façon, Boots, il va pas tarder à monter, donc la ceinture IBF sera peut-être rendue vacante, ou alors il veut faire des combats d'unification, peut-être essayer de se faufiler à la WBO avant les combats d'unification pour potentiellement être le combat d'unification contre Boots, parce que ça, pareil, c'est un money fight hein, dans la catégorie des welter. C'est un combat extrêmement difficile, mais c'est un money fight. D'ailleurs, je le dis comme ça. En vrai, tu penses Boots contre Souley. Non, je te parle vraiment sur le plan marketing. Moi, je suis. Non, je sais, oui, mais imagine Boots contre Souley, la qualité du combat. Ce serait ouf, mais alors, en fait, je me dis juste Boots, entre guillemets, pas l'intérêt. Non, il va monter, Boots, il va monter. Bah ouais, donc. Il va laisser ça. Je pense que s'il la défend encore une fois, c'est un miracle. Et peut-être dans un combat d'unification, du coup, histoire de dire. Mais moi, je pense qu'il va défendre sa ceinture et qu'il va monter. Oui, je suis d'accord. Peut-être une fois max. Et du coup, j'irai chercher Norman Junior, comme tu dis. De toute façon, le chemin WBC, il est tout tracé pour Souley, puisque Souley est classé premier et qu'il a son title eliminator. Le 7 décembre, donc qui sera diffusé sur Canal d'ailleurs, en fait. Top. Donc on prie pour que Souley remporte ce combat le 7 décembre et soit officiellement le mandatory, alors que putain il est classé premier, donc voilà. La preuve que la ceinture WBC Silver, encore une fois, c'est de la merde, n'en déplaise à certains sur Twitter qui se prétendent experts. C'est terrible pour Souley de devoir encore défendre sa position de numéro 1 WBC pour qu'on lui accorde enfin la ceinture, enfin bref. Donc on espère, on prie pour que Souley prenne la route WBC et Papo la route WBO. Parce que comme tu dis, on peut avoir 2 champions français dans la même catégorie. Et là, en termes d'exposition, je pense que Souley, il a quand même une bonne exposition. C'est un champion qui est assez connu. Je pense que même dans la presse, enfin dans les médias généralistes, on entend quand même le nom de Souleymane Sissoko. C'est grâce à son parcours olympique. Et donc c'est cool. Et je pense que ça permettrait de mettre de la lumière sur Papo aussi. Enfin, ça ferait vraiment, c'est un cercle vertueux. Ce serait ouf quand même d'avoir 2 champions du monde français la même année. Moi j'y crois. J'y crois. C'est largement possible. Moi aussi j'y crois. On va passer au 6e, non 5e, enfin bon bref je sais plus dans quel ordre on est. Et c'est lui dont on va parler. Et je vous ai introduit en disant on parle de tous ceux qui ont une chance pour le titre, sauf un. Bon c'est lui, on va parler de Tony Yoka. Je trouve ça difficile de faire un état de la boxe en France sans parler de Tony Yoka quand même, qui a été un fer de lance de la boxe en France pendant longtemps. Hein, voilà, car on aime, on n'aime pas. Bon, on n'est pas là pour parler de ça. Encore une fois, un mec qui a 6-7 combats, on dit mais il combat que des plombiers. Ouais, c'est son 6e combat pro. Zen. Tout le monde combat que des plombiers à son 6e combat pro, sauf que lui, il avait l'exposition médiatique. Encore une fois, moi je pense que la carrière de Tony Yoka, elle a été très mal gérée par Canal et par son promoteur All Star. J'en démordrai jamais. Le côté la conquête, le côté on va droit vers la ceinture, vers le titre, alors que c'est son premier combat, le mettre en main event partout, pas le faire galérer dans des petites cartes de merde au fin fond d'un village. Ou à l'étranger, etc. Pour moi, c'était une erreur monumentale. À l'envers, quoi. Voilà, le payer, lui mettre des vrais gros billets sur ses main events dès ses premiers combats, pareil, erreur pour moi. Après, je suis personne moi pour dire ça. Hein. Je donne juste mon avis là. Attention, hein, mon avis vaut pas mieux qu'un autre, mais c'est la sensation que j'ai depuis le début de la carrière de Tony Yoka, la carrière pro. Mauvaise gestion managériale, pour moi ça s'arrête là. Mauvaise gestion de promoteur. Je pense pas que Tony Yoka soit surcoté, soit naze, soit je trouve qu'on a été beaucoup trop dur avec lui. Je vais faire le parallèle avec Cyril Gane. Beaucoup trop dur, où on les suçote quand ils arrivent au sommet et les mecs ils perdent une fois ou ils font une faille ou machin. Encore une fois, je vais rappeler un truc qui est quand même d'une importance capitale, je pense, quand on parle de Tony Yoka. Tony Yoka, sa première défaite, c'est contre Martin Bacolé. Je me rappelle très bien même, avant le combat et après le combat, tous les gens qui disaient putain, il a perdu contre un plombier. Voilà. Martin putain de Bacolé. C'est un truc. Oui, le fameux plombier, le mec qui fait flipper toute la catégorie poids lourd, qui a explosé par KO avec une facilité déconcertante le futur de la boxe poids lourd américaine, Jared Anderson. Le mec que vraiment tout le monde le fuit. Il a tous couché en sparring. Voilà. Et donc Martin Bacolé est un plombier. Bon c'est bon à savoir. Du dingue, hein, mais quand tu voyais je me rappelle encore quand on voyait ça sur les réseaux et tout, comme quoi. Ça rend fou.
pour eux, s'ils connaissent pas le boxeur, c'est un plombier. Voilà, voilà, exactement. Bacolé, il n'avait pas encore l'exposition qu'il a aujourd'hui. Bacolé, évidemment, c'est pas un plombier, c'est l'ultra méga giga élite mondiale. Yoka a fait un down au premier, mais il a pas perdu par KO, ça c'est autre chose. Bon, la décision évidemment est scandaleuse. Ils ont tenté une split décision, enfin ils ont failli voler Bacolé, ça par contre c'est un scandale. Le combat contre Takam, je pense. Takam avait un plus gros pédigré poids lourd que Tony Yoka, ça aussi tout le monde l'a oublié, le pédigré poids lourd de Carlos Takam, qu'il avait combattu pour le titre et tout. Enfin, tout le monde a oublié en fait Carlos Takam qui c'était, parce qu'il était vieillissant, parce qu'il était en fin de carrière. Effectivement, c'était à la portée de Tony Yoka. Effectivement, Tony Yoka a été frileux. Je pense que sa défaite contre Martin Bacolé a bousculé beaucoup de choses parce qu'en plus, il y avait des enjeux qui nous dépassent. Il y avait des enjeux économiques, il y avait des enjeux médiatiques, il y avait des enjeux contractuels. Et ça, je pense que ça le travaille un boxeur. Voilà. Je vais pas prendre la défense à tout prix de Tony Yoka. Je pense qu'il y a des erreurs et de communication notamment, tout ça. Yoka qui juste avant son combat contre Bacolé fait une interview dans une bagnole là sur je sais plus quel média et qui dit Joshua, Wilder, Usyk, je les prends tranquilles. Il y a que Fury qui est difficile à battre, mais les autres je les prends tranquilles. Ça c'est des erreurs de communication quand t'as un combat contre Martin Bacolé juste après. Concentre-toi sur Martin Bacolé. Mais néanmoins, je trouve qu'on a été très dur avec Tony Yoka, voilà. Donc faut arrêter de taper sur les gens dès qu'ils perdent, dès que machin. Encore une fois, c'est pour moi le problème, c'est la promotion et les promoteurs, ils ont fait de la merde en mettant tapis sur Tony Yoka. Ils auraient dû le laisser un peu grandir. Au détriment des autres. Au détriment de la team solide d'ailleurs. Ils ont tous et eux, c'est pour ça qu'ils galèrent encore à gratter les ceintures, c'est parce que c'est aussi, et là je donne mon avis, ça n'engage que moi, c'est aussi parce qu'on a tout mis sur Yoka. Et que c'est l'avis aussi de certains de la team solide. Hein? C'est l'avis aussi de certains boxeurs de la team solide. J'ai pas donné de nom, mais voilà. Des boxeurs qui aiment beaucoup Tony Yoka, mais qui trouvent que d'un point de vue managériel, ça a été bordélique. Ouais, voilà. Donc ça, c'est important. Donc on parle de Tony Yoka. Donc il avait fait sa série de 3 défaites consécutives qu'il a fait dégringoler. Il est classé dans aucune fédération majeure. Bacolé, Takam, Merry. Merry qui était particulièrement à sa portée par contre, qui a fait un excellent combat, Merry. Ouais. Mais là c'est un loupé. Oui. Là c'est un loupé parce que c'était un combat de relance contre un adversaire très intéressant, attention, pas de manque de respect pour Merry, très très bon combattant, champion du monde dans la catégorie d'en dessous, enfin voilà, c'est pas bien n'importe qui Riyad Merry, mais bon voilà, peut-être c'était un combat qu'il aurait dû gagner, et depuis il a combattu 2 fois, alors en juillet 2024 contre Amin Bousseta qui était en 8-15, c'est difficile, et Lama Griggs en 3-7, ça c'était en septembre, 2 fois des combats pas médiatisés, 2 fois des combats pas diffusés, 2 fois en Angleterre dans une salle des fêtes. Ouais, mais ça par contre c'est ce qu'il fallait à Tony il y a 5 ans. C'est pas ce qu'il lui faut maintenant. Enfin, c'est bien de le faire. Il a fait le parcours à l'envers, quoi. En fait, voilà, c'est bien de le faire, mais le problème, c'est qu'il a niqué son image. Ouais. Et que du coup, maintenant, ça va être dur de rebondir, surtout que les fans sont un peu ingrats. C'est tout ce qu'on vient d'évoquer. Là, pour moi, et ça je vous le dis depuis le début, depuis qu'on est arrivé sur Fightman, je vous parle de ce combat. Tony Yoka contre Joe Joyce, je n'en démords pas, c'est le combat qu'il faut faire. Tony Yoka vient de citer un deal copromotionnel avec Queensberry, ça peut méchamment relancer sa carrière. Ouais. Joe Joyce est signé. Vous connaissez l'histoire entre Yoka et Joe Joyce. Normalement, vous la connaissez, la finale volée pour beaucoup, que Tony aurait été très avantagé par les juges dans cette finale. Tout le monde a gueulé en Angleterre notamment. Donc ce serait hyper facile à vendre. Tu remplis largement l'O2 Arena avec ça. Ouais. Une revanche d'une finale olympique. Enfin, je veux dire, c'est une folie. En plus. Controversé, avec tu fais monter un peu ce truc-là, les Anglais ils vont arriver en chantant Sweet Caroline avec des doigts en l'air vers les drapeaux français. Enfin, tu peux faire monter un truc extraordinaire. Je souhaite que ce combat ait lieu en plus, parce que c'est 2 mecs. Alors, Tony a plus à gagner que Joe Joyce. Parce que Joyce, quoi qu'il arrive, il est en fin de carrière. Ses 3 derniers combats sont très décevants. Là, il y est plus du tout. Il est lent. Il n'a jamais été rapide, mais là, il est lent. Il prend des coups. Il a plus son menton. Donc là, il a plus ce qui faisait de lui le juggernaut, le numéro 3 de la KT. Yoka a les armes pour battre Joe Joyce aujourd'hui. J'en suis convaincu. Combat qui te relance parce que ça accroche un énorme nom à ton palmarès. Exposition de fou, diffusée sur DAZN. Si c'est un main event à l'O2 Arena, c'est pas rien quand même. Ouais. Si c'est sur une carte Riyadh Season, pourquoi pas. Ça peut être une carte Riyadh Season. Ça peut être un début de carte principale. Et je pense exactement. Et je pense que ça peut être cool pour justement Tony pour pouvoir entre guillemets s'intégrer dans la Riyadh Season. C'est une super exposition. Ce serait vraiment bien. Moi, je lui souhaite en tout cas. Et surtout qu'il y a de la place, il a le talent quand même. Enfin, les gens. Il y a de la place, il a le talent, il a encore le temps. Il y a tout. C'est juste que malheureux, comme tu as dit, en fait, c'est plus tout ce qui était autour qui a fait que c'était un peu compliqué le parcours.
et qu'on a trop poussé, trop forcé. Parce que forcément, un grand poids lourd, catégorie reine, champion olympique, tu vois, ouais, beau gosse, il est maqué avec une championne olympique aussi. Il y avait tout pour il y avait un faire storytelling. mais je pense que c'était un peu trop. Enfin, la gestion de carrière, quoi. Après, moi, je suis pas matchmaker, je suis pas promoteur, j'en sais rien. Mais en tout cas, je sais que sportivement, il a encore pas mal de trucs à proposer et je lui souhaite en tout cas de pouvoir avancer. Après, chez je les pense pas je pense pas qu'il sera dans le top 5 de la KT. Le top 5, c'est trop dur. pour moi, il est monumental. Le top 10, il est rare. Pour moi, c'est pas possible d'aller chercher des Bacolé, des Dubois, des Jang, des Parker. Enfin, là, on parle. Pour moi, il l'a pas. Après, je peux me tromper, hein, attention. Hein. Mais être déjà dans le top 10 de la catégorie poids lourd, dans le top 10 mondial, c'est déjà une réussite hors norme. Après, ce serait un des 3, je crois. Je crois qu'il y a 3 gars dans l'histoire qui ont été champions olympiques et qui n'ont pas été champions du monde derrière. Ça fait mal par contre comme stat. C'est chaud. Ça fait très très mal comme stat. Que chez les lourds ou toute caté confondue? Non, toute caté confondue. C'est pas sérieux. Si la stat elle est abusée. Ah ouais. Faut vérifier, ça se trouve je dis une dinguerie, mais j'ai lu ça il y a quelques mois. Ouais. Justement à propos de Tony Yoka dans Boxing News sur son dernier combat, parce que moi j'ai pas vu, j'ai lu son dernier combat dans le Boxing News qui était sur place, voilà, et ça parlait de ça. Donc voilà, donc Tony Yoka, enfin ceux qui ont fait la transition vers les pros, parce qu'il y a des champions olympiques qui sont jamais passés pro, ça existe, notamment les Italiens, souvent en Italie. Donc potentiel rematch chez les pros contre Joe Joyce, pardon. Voilà. Est-ce que on lui souhaite en tout cas, franchement. Ça te remet, en fait, si combat contre Joe Joyce et qu'il gagne, moi je suis convaincu qu'il gagnerait, ça te remet sur la carte et ça te recrédibilise, même si effectivement Joe Joyce, il avait été battu par Chisora. Bon, c'est compliqué, Joyce depuis 2 ans. C'est quand même Joe Joyce, c'est quand même un gros nom, c'est quand même gros pédigré amateur, gros pédigré professionnel malgré le peu de combat. C'est un mec qui a battu Parker et Dubois, hein, quand même, je rappelle, au cas où. Joe Joyce, s'il y a de quoi faire, ça te remet sur la map. Queensberry, si tu signes chez eux et que tu gagnes un combat contre Joe Joyce, sachant que Joyce il est à la retraite dans 2 combats max, eux ça leur va. Ils vont vendre le champion olympique. Enfin voilà, il y a plein de trucs à faire avec Tony Yoka. Il y a un narratif, le combat sur le plan marketing il est nickel. Oui. Sur le plan sportif, à l'avantage de Yoka aussi, donc il y a toutes les raisons. Après, il faut voir comment ça va se gérer. Mais en tout cas, faut voir. Je pense que c'est bien en tout cas le fait qu'il ait de l'activité. Oui, voilà, déjà. Je vais pas. Même si c'est pas contre, contre l'élite, il faut qu'il boxe. Faut pas qu'il se pose de questions, faut qu'il boxe en fait, parce que je pense que l'attention médiatique dont il a bénéficié ou dont il a souffert du coup, c'est plus ça a été beaucoup, ça a été trop peut-être, et c'est pas grave. Et puis je pense encore une fois, peut-être que Bacolé ils l'ont peut-être un peu pris à la légère, eux aussi. Peut-être que voilà, ça c'est peut-être une erreur de leur part, mais bon. Ça arrive. Toujours est-il que voilà, ça arrive, ce qui est fait est fait. Là maintenant, faut qu'il boxe sans se poser de questions. Faut qu'il boxe. Faut qu'il kiffe ce qui se passe. Parce que j'espère qu'il aime encore la boxe, parce que tu vois, tu peux être dégoûté aussi quand t'as autant d'intérêts financiers, etc. Quand il y a autant d'expositions, et de critiques, ça peut te dégoûter de ton sport. J'espère qu'il aime encore la boxe. Et s'il aime encore la boxe, moi je suis personne pour lui donner des conseils, hein, mais juste de se faire plaisir, tu vois. De boxer pour se faire kiffer, parce que c'est pour ça aussi qu'on fait des sports de combat. Et vous qui nous regardez, j'imagine que si vous faites des sports de combat, vous voyez exactement de quoi je parle. Normalement, vous prenez du plaisir quand vous montez sur ring. Et que ce soit en sparring, mais surtout en combat. Si vous faites de la compète, vous prenez un plaisir monstre, et c'est pour ça que vous le faites, et vous le faites pas pour les ceintures, pour la reconnaissance et tout. À la base, de toute façon, on commence tous les sports de combat pour ça, parce qu'on aime ça. Du coup, juste prendre du kiff, et un mec de ce talent-là, de ces capacités athlétiques-là, s'il prend du kiff, il va retourner dans le top 10-15 assez rapidement. Bah oui. Il y a de la place, hein. Il y a de la place. Quoique, il y a quand même un gros français, et je pense qu'on va finir avec lui, mais on a un gros français, et je parle pas du physique, même si c'est un poids lourd aussi, qui a aussi de la place. Mieux classé que Tony, hein, du coup, en tout cas, côté WBC, vu qu'il a la ceinture, internationale Silver. Donc il est 15e à la WBC. Bon, tu connais, hein, les ceintures, ça veut tout et rien dire, mais en tout cas, il est, en gros, quand on parle de WBC, il est là, il est classé. Il est classé. Palmarès, donc voilà. On parle de Mourad Aliev, de White Wolf, 29 ans, 12 victoires, 9 KO, donc chez les poids lourds, évidemment. Effectivement, champion WBC international Silver. Il est classé 15e, donc voilà. Il rentre dans les classements, ce qui est quand même pas anodin. 4e combat de l'année, quand même. 4e combat de l'année le 12 décembre. Donc voilà, il aura combattu 4 fois en 2024. Donc lui, pour le coup, il est actif. 29 ans, donc là, il va arriver dans 2-3 ans, il arrive à son prime physique pour un lourd. Là, on commence à parler. Il est redoutable.
il est redoutable, vraiment, dans son style de boxe. Lui, il a tout ce qu'il faut. Alors, on va revenir sur un truc. C'est très difficile de se prononcer, de dire aller dans le top 5 ou être champion du monde chez les lourds, pour 2 raisons. Un, parce que c'est ultra relevé, comme ça l'a rarement été, honnêtement. Hein. Là, ça fait longtemps que ça l'avait pas été à ce point. Ouais, peut-être depuis les années 90, ça n'avait pas été à ce point. Je pense, aussi relevé. Et là, on est à la croisée des chemins entre plusieurs générations. On ne sait pas ce qui va... Enfin, quid de Fury Usyk, quid du résultat du combat et quid de l'aftermath, qu'est-ce qui se passe après Fury Usyk, retraite par retraite pour Fury, pour Usyk, voilà. Il y a des noms quand même comme Joe Joyce, etc. Pareil, retraite par retraite. Et après, il y a des mecs qui sont là depuis longtemps, donc on a l'impression que, genre Joseph, hein, Monsieur Joseph Parker, ancien champion WBO, actuel champion WBO intérim, lui, typiquement, tu sais qu'il a encore 3-4 ans à très, voire plus, mais au moins 3-4 ans à très haut niveau. Voilà, Daniel Dubois qui nous a quand même impressionné contre Joshua. Plus que ça, il voilà. a régalé. Et lui, il est jeune, hein, Daniel Dubois, donc attention les yeux. Kabayel, pareil, qui gratouille derrière. Jang, pareil. Jang plutôt vers Fury Usyk, plutôt vers la retraite, mais il est là. Bacolé, ça pousse très fort aussi. C'est dur. Les poids lourds, c'est dur parce qu'en plus, t'en as, ils sont là pour rester quelques années parce que Bacolé, Parker, Dubois. Oui, je parlais de Joshua tout à l'heure. Joshua, c'est pareil. Joshua Wilder, Fury Usyk, ça c'est fini. Mais en fait, dans le top 10, t'as une partie, ils sont sur la fin, mais tu pourras jamais les déboulonner. Donc c'est que le temps qui peut les battre. Et t'as les jeunes et qui sont plus ou moins à leur prime et qui montent et qui se bouffent entre eux. Donc tu Kabayel, Bacolé, et il y avait qui aussi? T'avais dit Kabayel, Bacolé, Ajakba aussi qui pourrait être une piste pour Mourad Aliev, parce que justement il a la WBC Silver, donc ça lui permettrait de grimper à la WBC, de se faire un petit chemin. Comment il s'appelle aussi, Justice. Il y avait Anderson aussi qui avait quand même peur, Jared Anderson, même s'il est bien descendu après sa défaite contre Bacolé, qui est encore là. T'as Justice Uni, c'était lui que Justice Uni, merci. Justice Uni, qui est un très bon boxeur d'ailleurs. Hein. Ouais. Après t'en as aussi qui sont là, hein. Franchement il y a de la Fabio Wardley aussi, bien sûr. Aïe. Attention, Fabio Wardley, pareil. Hein. Ça va monter très fort. Le rematch Fabio Wardley, le rematch contre Fraser Clark, où premier combat, c'est match nul, c'est serré de chez serré. Deuxième combat, il le met KO au premier. Il lui a cassé. Je crois même, je m'en souviens qu'il y avait des tweets qui passaient. Vous êtes sûr qu'il a rien mis dans ses gants et tout? Ouais. Il y a eu commencé à avoir des théories du complot. Les gants, tellement l'impact, il était ouf sur la tête. Tu vois, Shizora, Luis Ortiz, Andy Ruiz, Kubrat Pulev, putain qui combat encore, n'empêche. Mourad Gaziev, Dillian White. Il y a quand même des noms. Il y a de la place. Hein. Mais il y a quand même des noms. Je pense Aliev, il devrait prendre le chemin de la WBC. Ce qui me semble logique, c'est d'essayer de prendre la Silver. Il y a de la place. En prenant un Ajakba. Et après, il peut monter. Hein. Il fera son chemin tranquillement. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, c'est chemin WBC. Je regarde la double. Là, je suis devant le classement WBC. Fury, Kabayel, Bacolé, Jang. Bon, on parle pas. Koli, Joshua, on parle pas. Et c'est à partir de Wardley, Ajakba, Jalolov, Sanchez, Argovic que là, ça commence il a de la place, tu vois. Et je me dis que bon, Ajakba, ça reste haut, mais c'est légitime parce que il a finalement l'international silver, donc il peut essayer de monter pour avoir la silver. Ouais. Donc sur le plan matchmaking, business. Ce serait le combat logique. C'est le combat logique, voilà, tout à fait. Bien sûr. Sportivement et en termes de fame, Wardley serait ouf, mais ça va être un sacré bourbier. Ouais. Je pense que même pareil, tu remplis l'O2 Arena. Hein. Ouais, mais c'est peut-être un peu tôt, mais faut voir quoi. Faut voir un peu. Wardley, c'est dur. Hein. Wardley, parce que Wardley, pour moi, il aurait plus tendance à lui aussi viser vers l'eau, tu vois, que d'affronter un combattant qui monte, quoi. Pour moi aussi, c'est pour ça qu'on n'a pas de nouvelles de Wardley, à mon avis. Parce qu'il a mis un KO, il a fait un statement. Il y a un mec contre qui il a galéré, il a mis KO au premier round. Donc là, maintenant, sur le plan business, il peut que aller en haut. Il est dans les mêmes problématiques que justement. Surtout que lui, il est vraiment sur la pente ascendante. Enfin, il progresse à chaque combat, puisqu'on rappelle qu'il n'a pas du tout d'expérience amateur, hein, ce qui est rarissime à ce niveau. Et du coup, lui, juste chaque combat, il progresse. Fabio Wardley, il a 19 combats pro. C'est comme s'il avait 19 combats amateurs, si vous voulez. C'est-à-dire, il continue d'apprendre. Et tout, donc lui, clairement, il n'y a pas de ralentir en fait. Il va pas. Ça 29 ans, hein, donc pareil, même âge d'ailleurs. Hein. Y a Otto Wallin qui est un adversaire intéressant parce que on sait qu'il est tricky, on sait que c'est un nom, Otto Wallin maintenant quand même, mais c'est un adversaire à la mesure peut-être à la mesure d'Aliev. Ergovic, Hunter, Okollier, tout ça, pour moi c'est casse-gueule en vrai.
Argovic, galère quand même. Hein. Il nous a fait des belles frayeurs, mine de rien, lui aussi. Hein. Argovic, je sais pas trop quoi en penser. Mais on va voir ce qui se passe pour Argovic maintenant dans sa carrière. Parce que c'est vrai que depuis le combat contre Dubois, même lui, je pense que c'était sa première défaite. Il était vraiment favori. Je pense qu'il sait pas où il en est. Et après, effectivement, tu as quand même un top 7-8, un top de tête où là, pour l'instant, c'est pas du tout d'actualité. Et malheureusement, malheureusement ou heureusement d'ailleurs, on est en pleine transition chez les poids lourds. Et là, en fait, je pense, donc j'en profite pour faire un petit point sur la catégorie poids lourd au passage, puisqu'on en parle, on est sur le monde entier, tous les poids lourds du monde, là, actuellement, tous ceux qui sont classés, hein, j'entends, attendent vraiment Fury Usyk, et vous remarquerez qu'il n'y a rien qui est annoncé en ce moment. Ouais. Le monde entier attend Fury Usyk parce que tout peut changer en fonction du résultat de Fury Usyk. Il y a 3 résultats possibles. Hein. Il y a victoire de Fury, victoire d'Usyk, match nul. Les 3 victoires ont des effets complètement différents. Je m'explique. Si Fury remporte le combat, et ça je vous le signe, hein, et c'est terrible, hein, c'est horrible, hein, mais je vous le signe. Si Fury remporte le combat, il n'y a pas de 3e combat, c'est Fury Joshua. Je vous le dis, c'est horrible, parce que vraiment, Joshua qui sort d'un KO au 5e, qui s'est fait humilier pendant 5 rounds par un petit jeune, n'a évidemment rien mérité pour le title shot. Oui. Voilà, ça c'est important à le dire quand même. Si Fury perd, je vous le dis aussi, c'est Fury Joshua. Là, c'est logique. Pour moi, je vois aucun problème. C'est les 2 monstres de cette génération en termes de médiatiquement. C'est 2 champions du monde de la génération. C'est 2 Britanniques. C'est 2 mecs qui auraient dû se croiser. Ça remplit Wembley comme ça. Et c'est le plus gros combat que tu peux faire en boxe. Pas en termes sportifs, en termes médiatiques, etc. Les conférences de presse et tout. Enfin, je sais pas si vous vous rendez compte. Bref. Fury Joshua derrière. Et après, ciao. Joshua comme Fury à la retraite. Bye bye. Si Usyk gagne, est-ce que Usyk a un intérêt encore une fois à défendre ses ceintures ou est-ce qu'il a un intérêt, comme il l'a dit lui, à redescendre? En gros, Usyk restera pas en lourd. Ça, c'est la seule certitude qu'on a quasiment. C'est que soit il se barre vers le coucher de soleil et puis ciao, j'ai fini le jeu. Soit il redescend. Comme il a exprimé son souhait de redescendre, encore une fois, nous, ça nous paraît surréaliste parce qu'il a déjà fini le jeu, mais bon, il a dit qu'il redescendrait, donc potentiellement il redescend, il met une branlée au pétaya et il dit au fait, je suis vraiment le meilleur boxeur de tous les temps. Allez, ça dégage. Pourquoi pas? Mais ça, c'est voilà. S'il y a un match nul, bah t'es obligé de faire un 3e. Ouais. Ça force parce que le premier déjà hyper serré, split décision et tout. Le 2e, c'est un match nul. S'il est aussi beau que le premier, t'es obligé d'en faire un 3e. Voilà. Moi, je pense que ce sera pas aussi beau que le premier, mais on fera. J'allais dire, on va en faire une vidéo parce que là, bref. On fera une vidéo dessus. On va dédier une vidéo à ça, de toute façon. Et 3e, et la possibilité, du coup, ce serait Fury et Usyk partent à la retraite. Ça, c'est une 3e possibilité, tous les 2. Peu importe le résultat du combat, ils disent bon c'est bon, moi j'ai tout fait dans ma carrière, je me casse. Encore une fois, je pense que Fury prendra Joshua quoi qu'il arrive pour moi. Est-ce qu'il là il y a vraiment beaucoup d'oseille en jeu. Ouais. Mais supposons qu'ils se barrent tous les 2 à la retraite. Joshua l'a dit clairement, enfin Eddie Hearn l'a dit clairement, ils attendent le résultat de Fury Usyk pour dévoiler leur prochain move, hein, parce qu'il y avait cette idée de rematch contre Dubois. Et j'étais à la conférence de presse donc après le fight à Wembley et Hearn a dit. Joshua lui a demandé immédiatement le rematch contre Dubois et Hearn a dit c'est hors de question. Ouais. Et il nous l'a dit en conférence de presse, il a dit je ne veux absolument pas qu'il fasse ce combat. Moi je veux qu'il fasse Fury. Et il dit si Fury perd contre Usyk, je veux qu'il fasse Fury. Il dit avant ce combat on pensait qu'on allait gagner contre Dubois, donc on voulait défier le vainqueur de Fury Usyk. Là on espère prendre le perdant. Et on espère que le perdant soit Fury pour faire le plus gros combat de tous les temps. Voilà. Bon, ça, au moins, ça avait le mérite d'être transparent. Ouais. Mais même si Fury gagne, encore une fois, Turquie veut tellement faire Fury Joshua depuis la nuit des temps qu'il fera Fury Joshua. Donc ça, c'est un point important. Et ensuite, il y a l'IBF, donc qui est détenu par Daniel Dubois. Et là, pareil, tout le monde attend avant de faire le move. C'est un bordel monstre. L'IBF avait demandé Kabayel contre Bacolé. Kabayel a refusé apparemment. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Mais alors, soit qu'il a peur, soit qu'il a une autre route. Il veut peut-être pas prendre la route de l'IBF. Il veut peut-être prendre la route WBO en affrontant, par exemple, Joseph Parker. Moi, j'ai peut-être une info qui est peut-être plus d'actualité. Mais Kabayel a refusé Joseph Parker. Alors, l'info était d'actualité en septembre, donc fin septembre. Voilà, c'était d'actualité à ce moment-là. Donc, je sais pas depuis, mais de sources sûres, je sais que Kabayel a refusé Parker. Et moi, les bruits que j'ai, et là, je vous le donne là comme ça, comme si c'était une exclue. Enfin, bon, les bruits que j'ai eu, des rumeurs assez insistantes de gens très bien placés. Ce serait Dubois contre Parker le 22 février pour la ceinture IBF. Okay. Voilà.
mais qu'il y a une petite attente là sur ce qui se passe avec Fury Usyk, parce que s'ils partent à la retraite, la ceinture WBO intérim de Parker, elle se transformerait peut-être en ceinture WBO champion, comme ce qui s'est passé avec Lewis. avec Dubois. Ouais, même. Oui, avec Lewis à l'époque, hein, WBC. Mais ce qui s'est passé avec Dubois, enfin, tu vois, il y aurait peut-être un monde comme ça. Donc là, c'est un peu le bordel, et c'est pour ça que tout le monde attend le combat Fury Usyk, parce qu'en fait, c'est plus undisputed, ils ont que 3 sur les 4 ceintures, mais on sait que ça peut avoir des répercussions énormes en fonction de qui gagne. Et c'est pour ça, moi, voilà, je vous dis, j'ai entendu Parker contre Dubois le 22 février, et potentiellement un title eliminator, donc Zhang contre Bacolé, pour décider du mandatory numéro 1 IBF, donc du vainqueur entre Dubois et Parker. Ah, faudrait le faire vite, ça. C'est ce que j'ai entendu. Je peux pas vous garantir à 100%. Enfin, je peux vous garantir de la véracité de la rumeur. Voilà. Je peux pas vous garantir que c'est signé. Voilà, on va dire ça comme rumeur, ça. Mais je vous jure que c'est vrai. Non, mais la rumeur est vraie, en fait. C'est un vrai truc. Par contre, est-ce que c'est signé? J'ai pas eu de confirmation que c'était signé. Ouais. Pour moi, à l'heure actuelle, on m'a dit que c'était pas signé, mais que c'était ce qui était en cours de travail. Et encore une fois, c'est des gens assez proches du dossier, comme disent les flics, quoi. Si ça se fait, en tout cas, c'est top. Hein. Franchement, c'est un beau. Ça nous permet d'avoir une belle année 2025 chez les poids lourds. Ouais. Et effectivement, pour revenir à Mourad Aliev, ça lui laisserait peut-être de la place pour monter derrière. Pour pouvoir lui, il a sa place dans le top 10, moi j'en suis convaincu. Clairement. On verra. Je pense que on dit à chaque fois on conclut avec ça, mais tout sera joué le 22 décembre au matin, quoi. Ouais. D'ailleurs, on vous prévoit une sacrée vidéo, hein, comme pour le premier combat, évidemment. Surtout qu'en plus, là, on aura la base du premier combat à analyser. Donc on aura pas mal d'infos, plus que pour le premier. On va peut-être aussi, on va peut-être monter à Paris. Enfin, moi, j'ai peut-être monté à Paris. Kabir, tu vas peut-être rester à Paris pour aller en discuter avec des copains sur un podcast un peu cool, un peu connu. Donc voilà, on aura tout le loisir d'en parler de ce combat, parce qu'effectivement, ça va changer complètement la face des poids lourds en fonction de ce qui se passe pendant et après le combat. Et puis on n'est pas à l'abri que le combat n'ait pas lieu. Je rappelle, le premier a été annulé 3 fois, a été repoussé 3 fois. On n'est pas à l'abri que le combat ait lieu à la date. On n'est pas à l'abri que le combat ait lieu tout court. Et ça, j'en parlerai, parce que Fury me semble terriblement hors de forme. Ouais. Soit c'est une stratégie, il veut arriver très lourd et voilà, soit il est vraiment hors de forme. 3 semaines, hein. Mais il reste 3 semaines. Là. Ouais, là c'est le Fury Ngannou quand même. Hein. Bon, ouais, donc, on en parlera. De toute façon, on vous fera la vidéo. On vous fera peut-être la vidéo même avant. Peut-être qu'on vous la fera pas la semaine exacte de. Peut-être qu'on la fera avant, on verra, pour que vous ayez un peu plus de temps pour la regarder, pour l'analyser, etc. Donc on la fera peut-être la semaine avant ou quoi. On vous tient au jus, évidemment. Merci Kabir. Merci à toi. Pour tout. Merci de nous avoir suivis. J'espère que vous y voyez un peu plus clair sur la situation de la boxe en France. Nos champions, qui il faut suivre, où on en est au niveau des ceintures potentielles. Parce que c'est vrai que c'est un sacré bordel, on rappelle la boxe, les ceintures, les fédés et tout. Là au moins, normalement, c'est en 1 heure, vous avez toutes les infos qu'il vous faut sur où on en est et où on va. Voilà. Ouais. Et puis pour les petits, effectivement, c'est vrai qu'on n'a pas pris le temps, malheureusement, parce que ça nous prendrait beaucoup trop de temps. Mais dans les commentaires, s'il y a des boxeurs que vous suivez, il y a des boxeuses aussi. Et on n'a pas, malheureusement, de par l'actualité, on a peu parlé des boxeuses féminines. Je sais qu'Arima Ayadi, qui est quand même par exemple sur le circuit WBA, il me semble, pour les ceintures, etc. Il y a peut-être des combats de prévus. Donc voilà, mais voilà, dans l'espace commentaire, on est ravis de pouvoir suivre des boxeurs et des boxeuses. Si vous voulez en parler, ce sera avec plaisir. Ah oui, n'hésitez pas, hein, parce que c'est important aussi de soutenir la boxe. On rappelle ça à chaque fois, mais allez au gala pas loin de chez vous, c'est un kiff. Allez manger un sandwich au merguez et une barquette de frites dégueulasses avec de la mayo qui pue là. C'est ça ça la boxe aussi. Bah mais c'est ça la boxe aussi. C'est ça les vendredis ou les samedis soirs à la salle des fêtes du coin. Allez soutenir vos galas locaux. Moi je sais qu'en plus il y a des beaux combats, hein, attention. Ah, oui. Moi il y a 4 champions de France dans mon club, il y avait beaux combats à côté de chez moi du coup, tu vois. Donc voilà, profitez, kiffez la boxe, donnez de la force à nos boxeurs français, et puis on vous dit à la prochaine. En attendant, prenez soin de vous. Ciao, bye bye.